C'est ça qui me passionne, c'est que j'apprends leur habitude, leur stratégie. Et selon les jours, ça va varier. Il y a des adaptations. Donc, encore une fois, comment une cervelle d'oiseau réussit à s'adapter en disant, bien, aujourd'hui, là, il y a tel défi, on va le contourner. Moi, c'est pas l'oiseau comme tel. C'est pas de dire, oui, tel oiseau a des belles plumes, a un beau bec, une caractéristique. C'est pas de l'ornithologie traditionnelle, dans le sens où j'aime beaucoup le terme ornitho-guetteur, donc guetter quelque chose de différent chez l'oiseau. Spécialiste de la médecine nucléaire, Jean Léveillé est aussi un véritable passionné de la faune ailée, qu'il observe et photographie aux quatre coins du monde. Ce grand voyageur profite de chaque sortie en nature pour approfondir ses connaissances sur le comportement des oiseaux. L'oiseau est responsable de la propagation de la vie sur Terre. Par exemple, il dissémine de la végétation. Et la biodiversité est en grande partie attribuable à la dissémination que les oiseaux ont fait. Donc, pour moi, l'oiseau, ça devient une espèce de clé qui sert à nous apprendre comment est-ce que la vie s'est installée, comment ça a évolué, et puis comment on est en train de la négliger. Ça, c'est un petit blongio. C'est le plus petit héron qui existe. Et on l'a au Québec, qui est très, très rare. C'est très difficile de le voir parce que c'est un oiseau très peureux. Ça, c'est une espèce de technique de camouflage. Ça semble d'être une herbe qui bouge. Sa passion, Jean la partage avec sa conjointe Denise, qui l'a initiée à l'ornithologie. Depuis une trentaine d'années, ils ont parcouru plus d'une centaine de pays pour y observer les oiseaux dans leur environnement naturel. Prochaine destination, les États-Unis et plus particulièrement la région de Salt Lake City, véritable carrefour migratoire qui accueille chaque année entre 2 et 5 millions d'oiseaux. Durant ce périple, Jean veut se documenter sur le pélican blanc d'Amérique. Bill Fenimore, un ornithologue chevronné, l'accompagne sur le terrain. Certains des oiseaux qu'on trouve ici y sont à l'année. D'autres sont des migrateurs en transit. Et on trouve également des espèces venues se reproduire ici avant de partir dans le sud pour l'hiver. Les oiseaux qui vivent ici se sont adaptés aux écosystèmes du Grand Lac Salé et c'est donc un environnement très important pour eux. Le Grand Lac Salé est le plus grand lac d'eau salée du continent américain. À certains endroits, l'eau est jusqu'à 9 fois plus salée que dans l'océan. Aucun poisson ne peut y vivre. On y retrouve seulement quelques espèces de crustacés et plusieurs variétés d'algues. Au début des années 1930, un système de digues a été mis en place pour récupérer l'eau des montagnes environnantes et créer autour du lac d'immenses marais d'eau douce, véritables garde-manger pour les oiseaux. Alors, on s'est levé très tôt, comme tous les gens qui observent la nature, ou surtout les oiseaux, parce que la vie se passe tôt. Hein? C'est le moment où on prend notre petit déjeuner, bien, les oiseaux viennent prendre le petit déjeuner aussi. Donc, on est très près de Salt Lake City, en Utah. On est dans une réserve, Farmington, qui, elle, nous permet d'avoir des milieux humides. Et ici, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le pélican blanc qui, lui, vient pêcher en groupe, en collectivité. J'en aperçois beaucoup là-bas, de l'autre côté du lac. Ils sont tous ensemble. C'est très, très beau, hein? Ils doivent être à peu près une centaine là-bas. Le pélican blanc d'Amérique diffère du pélican brun en ce sens que ce dernier vit autour des zones côtières des États-Unis.
Il plonge et pêche par lui-même. Le pélican blanc d'Amérique, lui, vit dans l'arrière-pays. On le retrouve à l'intérieur, près des lacs d'eau douce, des étangs et des réseaux fluviaux. Ces oiseaux se nourrissent en collaborant les uns avec les autres. C'est une forme d'adaptation très particulière. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se rassemblent et à ce moment-là, ils adoptent différentes formes. Ça peut être un cercle, ça peut être une ligne continue et ils plongent leur bec dans l'eau et ça fait une espèce de puise et collectivement, ils s'avancent et ils battent des pattes pour énerver les poissons. Donc, les poissons se jettent dans le filet. Puis à ce moment-là, quand un a suffisamment de poissons, il relève la tête, il l'avale. Le pélican blanc d'Amérique se nourrit principalement de poissons. Il en consomme jusqu'à 1,8 kg par jour. Grâce à la poche de peau jaune située sous son bec, il peut avaler plusieurs kilos de poissons qui serviront à nourrir ses petits. Après qu'ils aient terminé leur quête de nourriture, le soleil monte de plus en plus haut dans le ciel et l'air chaud se soulève sous l'effet du courant thermique. Les pélicans profitent de ce courant pour voler en spirale. Une fois qu'ils ont pris assez d'altitude, ils se rendent alors à l'île Gunnison dans le Grand Lac Salé où se trouvent leurs petits. Située au milieu du Grand Lac Salé, l'île Gunnison est un lieu isolé. C'est là que les pélicans blancs d'Amérique s'installent au printemps pour une période de 4 à 5 mois. L'endroit est idéal pour y élever leurs petits à l'abri des prédateurs. Cependant, ils doivent parfois parcourir plus d'une centaine de kilomètres par jour pour trouver dans les marais avoisinant le Grand Lac Salé la nourriture qu'ils rapporteront à leur progéniture. Jean est impatient de se rendre à l'île Gunnison afin d'étudier les comportements de ces oiseaux infatigables. Au lever du jour, le vent souffle sur la région de Salt Lake City. Impossible de se rendre à l'île Gunnison, là où niche la colonie de pélicans blancs d'Amérique. À voir ces vagues et la force du vent, il serait trop dangereux pour nous de mettre le bateau à l'eau pour se rendre à l'île Gunnison. On ne pourrait pas y aller aujourd'hui. On va devoir attendre demain. En après-midi, le vent se calme suffisamment pour permettre l'exploration des immenses marais d'eau douce entourant le Grand Lac Salé. Les étangs et les lacs d'eau douce tout autour du Grand Lac Salé sont peu profonds. C'est un peu comme si vous versiez de l'eau sur une table. Ce serait peu profond, mais ça couvrirait une large surface. Ça décrit bien le Grand Lac Salé et ses étangs parce que le territoire ici est plat comme une table. Dans ces marais, on retrouve toutes sortes d'oiseaux, dont l'ibis à face blanche, un grand échassier qui vient y nicher et s'y nourrir d'écrevisses, d'insectes et de grenouilles. Ces ibis à face blanche doivent leur nom à la région charnue et tout autour de leur bec qui pâlit pendant la saison des amours. C'est le seul temps de l'année où ils ont ce plumage blanc. Alors, tu vois que les goélands, les mouettes, les ibis, tout ça, ça se chamaille pour avoir sa place, hein? Jean s'intéresse particulièrement aux interactions des oiseaux dans leur environnement. Observer la nature lui permet d'en apprendre toujours plus sur la complexité de leur mode de vie. Oh, yes.
Et il arrive parfois qu'une journée qui s'annonçait plutôt mal se transforme en un moment privilégié. J'avais jamais vu ça en 30 ans d'observation d'oiseaux. J'ai vu ça au cinéma, j'ai vu ça à la télévision, mais devant moi, là, écoute, il était à 10 pieds de moi, là. On a vu toute la phase, on a vu le petit bec sortir tout à coup, un petit peu la tête, après ça, un petit peu les ailes. Là, il s'arrête parce qu'il est fatigué, il recommence. Voir l'énergie qui sort d'un œuf, c'est extraordinaire de voir un poussin qui se débat pour venir à la vie. On est épaté de voir la naissance chez un humain. Bien, voir la naissance de la nature, parce que ça, c'est la relève, hein? C'est ce qui va assurer la suite des choses. Et moi, je pense que pour les générations qui nous suivent, c'est important que tous ces oiseaux-là soient présents. Il ne faut pas qu'une forme de vie disparaisse, parce qu'il y a toutes sortes de conséquences. Ces découvertes, Jean les partage lors des conférences de sensibilisation qu'il donne. Pour lui, il est important de faire découvrir aux gens les multiples facettes du comportement des oiseaux. On s'aperçoit que progressivement, au fur et à mesure que notre société moderne s'organise de façon isolée, on connaît de moins en moins ces choses-là. Et là, je me suis aperçu qu'on était, dans le fond, des véritables analphabètes de la nature. Moi, je vais dans les écoles pour essayer de replacer notre position dans l'ensemble des chaînons de la vie. Donc, l'oiseau, pour moi, c'est une espèce de clé pour entrer à l'intérieur d'une nouvelle conception qu'on devrait se faire de la nature. Le lendemain, la température est plus clémente. Le temps est idéal pour une expédition à l'île Gunnison, un site protégé, interdit au public. Exceptionnellement, Bill a obtenu l'autorisation de s'y rendre en compagnie des biologistes de la Division des ressources naturelles de l'Utah. L'île Gunnison, où nichent les pélicans blancs de la région de Salt Lake City, est couverte de rochers. À part quelques petits buissons, aucun arbre n'y pousse. Cette terre inhospitalière abrite pourtant l'une des plus grandes colonies de pélicans blancs en Amérique du Nord. De 10 à 15 000 pélicans s'y retrouvent, ce qui représente environ 16 % de la population mondiale. The pelicans are circling. Durant cette expédition, Jean accompagne le biologiste John Loft, qui va tenter de déterminer le nombre d'oiseaux présents dans la colonie. J'espère que nos pélicans ont eu un bon taux de reproduction. Au cours des 3 ou 4 dernières années, il a fortement chuté. Avant, on avait des taux de succès de 60% par nid. Mais depuis quelques années, on obtient des taux de succès que de 20 à 25%. Cette situation intrigue Jean Léveillé. Tout comme John Loft, il s'interroge sur les causes de cette baisse de natalité. Et surtout, il aimerait savoir si ce printemps, les pélicans adultes ont pu pêcher suffisamment pour assurer le maintien de la colonie. Après plus d'une heure, le bateau arrive enfin en vue de l'île Gunnison. Jean est impressionné par la distance que doivent parcourir les pélicans tous les jours pour se nourrir. Et se rendre sur cette île n'est pas aussi facile qu'il l'aurait cru. On avait déjà vécu l'eau salée à des hauts niveaux, mais ça, cette eau salée-là, tellement salée qu'on flotte presque. Alors, c'est difficile d'avancer. C'est de l'eau salée qui nous lève toujours. On est porté à basculer. We're right here at the moment. We're gonna climb up here and we'll be able to see colonies in this bay and in here.
Pour accéder à la colonie, Jean et ses confrères doivent escalader une colline au relief escarpé. Les pélicans blancs d'Amérique étant très sensibles au moindre dérangement, le groupe avance silencieusement. Ils sont sensibles aux moindres perturbations, et plus particulièrement à la présence humaine. Cela leur cause de tels stress qu'ils peuvent abandonner leur nid. Une seule personne a vécu sur cette île pendant environ 16 mois. Et pendant cette période, les pélicans n'ont pas nidifié ici. Ils sont tous partis. Puis, le moment tant attendu arrive. La colonie de pélicans blancs, que très peu d'humains ont pu observer, est là, devant eux. Isn't this magnificent? This is a wonderful angle. Usually you're looking up at the birds. Here we're able to look down. En étudiant le comportement des pélicans blancs d'Amérique, Jean constate à quel point ceux-ci ont développé des stratégies qui leur permettent de survivre dans cet environnement difficile. Les oiseaux ont choisi une île parce qu'il n'y a pas de prédateurs qui peuvent aller là. Le raton laveur est un peu paresseux, il n'aime pas nager longtemps. Le renard roux n'aime pas nager. Donc, le pélican s'est aperçu, les oiseaux s'aperçoivent de ça. Pendant que les biologistes procèdent au comptage des oiseaux, Jean observe l'interaction des parents avec les oisillons. Comment deux oiseaux qui ont des œufs, un oisillon, et ça, c'est une leçon que je trouve très intéressante, c'est différent du mammifère. Le mammifère, souvent, le mâle est un reproducteur, puis il s'en va, puis il ne s'occupe pas des petits. Chez l'oiseau, c'est très différent. Les deux participent à l'éducation et à la survie des jeunes. L'un des adultes part en quête de nourriture et revient nourrir l'oisillon, pendant que l'autre pélican part à son tour chercher de quoi le nourrir. Ils font cela à tour de rôle. Si un pélican va pêcher et qu'il ne revient pas dans les 3 jours, l'autre pélican adulte abandonne alors le bébé. Durant la période d'élevage, les parents devront pêcher jusqu'à 68 kilos de poissons pour subvenir aux besoins des bébés pélicans en pleine croissance. C'est pas tous des bons pêcheurs. Il y a des parents qui reviennent, puis il n'y en a presque pas. Alors, le parent, il n'est pas prêt à se sacrifier pour son petit. Donc, il va garder la nourriture. Là, il n'y en aura pas pour le petit. C'est pour ça qu'il y a un taux de mortalité qui peut être assez élevé s'il n'y a pas assez de poissons, si les parents ne sont pas des bons pêcheurs. Cette visite sur l'île vient confirmer ce que le biologiste John Loft appréhendait. Cette année encore, il y a une baisse importante de la natalité dans la colonie. Il y a beaucoup moins d'oiseaux que prévu. Le taux de nidification semble être à la baisse cette année. Il y a beaucoup de pélicans adultes, mais peu de bébés et peu d'oiseaux dans leur nid. C'est possiblement à cause de la rareté du poisson. Les étangs se sont asséchés et il y a de moins en moins d'endroits où trouver de la nourriture. En général, les colonies de pélicans nidifient dans des endroits entourés d'eau douce et de poissons. Ils n'ont qu'à quitter l'île pour aller pêcher autour. Mais ces pélicans-là ne peuvent pas faire ça. Ils doivent parcourir plusieurs kilomètres pour trouver de la nourriture.
Pendant cette aventure, Jean a pu constater tout le défi d'adaptation que les pélicans blancs d'Amérique doivent relever pour se reproduire dans ce lieu isolé. Pour Bill Fenimore, cette incursion dans la vie de la colonie de l'île Gunnison représente une expérience dont il se souviendra longtemps. C'était fascinant de voir leur comportement sous tous ces aspects. Ça complète en quelque sorte mes connaissances ornithologiques. Ça faisait longtemps que je rêvais de visiter cette colonie et j'ai enfin pu y aller. Ces quelques jours passés dans la région du Grand Lac Salé ont mis en relief l'importance de ce milieu de vie pour les oiseaux migrateurs qui y font halte. Je dis souvent aux gens qui ne sont pas des ornithologues de voir le Grand Lac Salé comme une station d'essence. À certaines périodes de l'année, on trouve ici plus de la moitié de la population de certaines espèces. Mais plus il y a d'habitants dans l'Utah et plus on aménage des terrains. On construit des centres commerciaux et des autoroutes. Or, il est crucial de conserver des endroits sauvages pour que la faune continue d'y vivre et qu'on puisse en profiter. Tout le chemin parcouru par Jean Léveillé lors de ses voyages aux quatre coins du monde lui a fait prendre conscience de la fragilité de certains milieux. La découverte de l'univers des oiseaux l'amène à vouloir partager ses expériences et ses connaissances à travers ses photos, ses écrits et ses conférences. Moi, ce que je veux, c'est surtout illustrer l'importance de chacune des constituantes de la vie. En fait, on a une belle planète. Et pourquoi elle est si belle? C'est parce qu'il y a beaucoup de constituantes. Il y a une biodiversité extraordinaire. Donc, quand on vient dans un endroit, c'est pour voir un aspect plus caractéristique de cette biodiversité-là. Pour moi, l'oiseau, c'est juste une clé pour essayer de comprendre toute cette mystérieuse planète qu'on a, où il y a tant de vie, une vie passionnante, fascinante, mais aussi qu'on oublie de regarder.